Je m'appelle Éléonore Balenci et donc je vais vous accueillir tout au long de ces 3 jours ici dans cet espace dressé pour l'occasion. Alors aujourd'hui, il y aura plusieurs séquences. Je vous propose de commencer avec un premier panel. Et face à un monde en recomposition, les organisations internationales et les États sont appelés à repenser leur action, à renforcer les efforts de coopération entre leurs membres, alors que des alliances se forgent entre nos compétiteurs stratégiques, que le devenir de l'alliance transatlantique est en suspens et que le jour d'après se dessine en Ukraine. Comment l'Union européenne peut-elle se repositionner? Alors pour en parler ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Alice Ruffo, directrice générale des relations internationales et de la stratégie à la DGRIS, et Koen Davidse, directeur général de la politique au ministère de la Défense des Pays-Bas. Bonjour, bienvenue. Allez-y, installez-vous, je vais me mettre ici. Merci beaucoup. Je pense qu'il est déjà allumé, j'imagine. Merci à tous les deux d'être avec nous. On va parler en 3 axes de ce sujet important. Un premier axe tout d'abord sur une collaboration bilatérale ambitieuse. Alors, Alice Ruffo, Koen Davidse, on parle souvent de la nécessité d'une coopération renforcée entre les États membres de l'Union européenne sur les questions de défense. À vos yeux, quelles sont les principales convergences entre la France et les Pays-Bas en matière d'analyse du contexte stratégique international? Peut-être pour commencer, Alice. Bon, on s'en parlait juste avant. Merci d'abord, bonjour à tous. On a convergé beaucoup en fait au cours des dernières années. C'est-à-dire que si on prend un peu de recul, ça ne fait pas de mal dans la période de prendre un peu de recul. Je pense que le rapport des Pays-Bas à la construction de la défense européenne et à l'Alliance Atlantique était historiquement très équilibré. Le nôtre était très volontaire sur la construction de la défense européenne, avec parfois un rapport à l'OTAN qui était moins équilibré que le vôtre. Donc vous avez fait un pas, je crois, important, une évolution dans la lecture des enjeux, mais un pas que vous avez fait vous-même, souverainement, dans la lecture des enjeux vers la nécessité d'une plus grande stratégie, d'une plus grande autonomie stratégique européenne. Et nous avons fait un pas vers le fait que la construction d'une défense européenne forte devait passer par la contribution à l'Alliance Atlantique de manière plus affirmée de notre part. Et je crois qu'au fond, cette convergence qui a eu lieu au cours des années est largement passée par l'approfondissement du partenariat stratégique bilatéral. Je pense qu'il ne faut jamais opposer la coopération dans les organisations multilatérales où on est l'OTAN et l'Union européenne et l'intimité stratégique qu'on construit dans la relation bilatérale. On a, et ça a été rappelé par nos ministres, des points communs, c'est-à-dire à la fois une volonté de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, de faire en sorte que le développement de la défense de l'Europe renforce la sécurité de la zone euro-atlantique, et aussi on a une vision à 360. La question des Caraïbes a été évoquée, je sais qu'on a une coopération maritime très active dans la région, et lecture commune sur les enjeux dans l'Indo-Pacifique, ce qui est très important. On a aussi beaucoup travaillé ensemble sur d'autres théâtres d'opération. Donc au fond, cette intimité stratégique et puis cette proximité géographique entre nous ont fait que le dialogue bilatéral, jusqu'à évidemment des éléments structurants, comme le contrat sur les sous-marins, mais qui s'inscrit vraiment dans une logique de partenariat stratégique et pas simplement d'acquisition. Et l'illustration en fait de cela. Donc en fait, il y a eu au cours des dernières années une grande convergence, je pense, de nos lectures stratégiques, de nos analyses et de nos positionnements stratégiques, qui donnent des résultats, qui donnent aujourd'hui une coopération bilatérale extrêmement robuste et forte, qui est un atout formidable pour en faire un moteur du réarmement européen. Parce que, et ça a été aussi dit un peu ce matin dans l'ouverture, avant de savoir avec quelles armes, avant de savoir avec quel argent, avant de savoir, il faut savoir comment, pourquoi et vers où on va. Et ça, la stratégie, dans ces cas-là, enfin, le directeur politique en sait quelque chose, a un rôle complètement clé. On nous demande beaucoup de choses en ce moment. Comment on doit faire, vers où, dans quelle direction. Mais c'est hyper important et en fait, c'est quelque chose qui ne se construit pas tout seul. C'est quelque chose qui se construit vraiment dans les liens bilatéraux qui renforcent la manœuvre collective en Europe. Et nous, on a, vous le savez, ces dernières années, multiplié l'approfondissement des partenariats bilatéraux avec plusieurs de nos partenaires européens. Honnêtement, l'un des plus grands succès de cette stratégie qui consistait à venir
à l'appui du renforcement de la défense de l'Europe par du renforcement des relations bilatérales. Le meilleur exemple, c'est un des meilleurs exemples, c'est les Pays-Bas. Merci Alice Ruffo. Votre vision peut-être, Monsieur Davidsé, sur ce qui vient d'être énoncé. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je suis tout à fait d'accord. Je crois que des partenariats comme entre nos deux pays sont plus importants que jamais. C'est comme les ministres ont dit il y a quelques moments dans la grande salle, c'est ni guerre ni pays. Donc, on a besoin de partenariats et je crois que je peux simplement complémenter par dire que nos deux pays ont une perspective mondiale. Et ça veut dire que maintenant, il faut se concentrer sur l'Europe. Mais il y a des liens avec les autres théâtres, avec l'Asie, avec l'Afrique. Et c'est pourquoi on était ensemble au Mali. Moi j'étais au Mali pour l'ONU pour 3 ans. J'ai beaucoup respecté l'intervention française. Malheureusement, notre contribution de l'ONU et la France n'a pas contribué à la paix, mais c'était un effort très important. Et je crois que la France et les Pays-Bas ont pris des risques, mais on est prêt à intervenir, on est prêt à soutenir le droit international, on est prêt à coopérer avec les autres et on est prêt à renforcer la défense de l'Europe. Justement, cette proximité d'analyse, est-ce qu'elle se traduit par des initiatives concrètes en termes de coopération militaire ou industrielle? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Oui, je crois qu'il y a. On a déjà mentionné qu'on a commandé des sous-marins de Naval. Et c'est pas seulement commander des sous-marins, mais c'est aussi une coopération technologique. Aussi, il y a de la coopération en ce qui concerne le renseignement entre nos marines. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités pour renforcer cette coopération. Il y a la coopération entre nous, entre les gouvernements. Donc, je crois qu'on a beaucoup d'opportunités pour renforcer cette coopération. Je suis complètement d'accord. Il y a beaucoup d'autres domaines. J'ai cité les sous-marins, mais il y a aussi la question de la guerre des mines, les questions des hélicoptères. En fait, c'est très varié en termes de coopération capacitaire entre nos deux pays. Je pense que l'écosystème d'innovation des Pays-Bas est une force, parce que je pense que l'innovation va être un peu aussi le nerf de la guerre dans la perspective du réarmement européen. Je pense que là-dessus, on peut engager des mouvements, aller chercher d'autres perspectives. La vérité, c'est que dans la période qui s'ouvre, il faut que chacun... On est confronté en fait à un choc symétrique, une grosse menace russe qui est là depuis longtemps mais qui s'accélère, et une imprévisibilité américaine. Bon, face à cette situation-là, il va falloir aller chercher les priorités, regarder quelles sont nos forces, nos lacunes, ensemble. C'est très différent de ce qu'on a su faire jusqu'à maintenant, mais le fait d'avoir des bases hyper fortes de coopération capacitaire, politique, industrielle, en fait, c'est un atout majeur pour l'Europe, pas simplement pour nos deux pays. Parlons maintenant de la situation en Ukraine et des implications pour l'Europe de la défense. Cette guerre, elle a profondément modifié, bien sûr, les équilibres de sécurité en Europe. Quel est le bilan que vous tirez du soutien européen à l'Ukraine jusqu'à présent? Je crois que l'Europe a fait beaucoup, mais c'est maintenant, il faut être plus ambitieux. Donc, c'est pourquoi il est important d'avoir les initiatives, comme l'initiative de l'autre représentant Kallas. Il y avait le sommet des chefs européens il y a une semaine. Et je crois qu'il faut continuer le soutien parce que l'Ukraine, c'est important pour l'Ukraine d'être renforcée pour l'agression d'aujourd'hui, mais aussi pour l'agression de demain. Donc je crois que pour nous, c'est important de continuer le soutien. C'est pourquoi jusqu'à maintenant, on a donné des matériels, plus de 10 milliards d'euros de matériel militaire. Il y a une semaine, on a promis encore 3,5 milliards d'euros. Et ça veut dire qu'on veut coopérer avec des autres pays européens, mais aussi avec l'industrie ukrainienne. Donc c'est très important d'inclure l'Ukraine dans notre planification européenne. On attend maintenant le livre blanc de l'Union européenne et pour nous c'est très important d'inclure l'Ukraine là aussi parce qu'il faut renforcer la coopération industrielle aussi avec l'Ukraine et il faut faire plus, c'est clair. C'est un bilan que vous partagez? Complètement. Quand on a des débats européens, on sait tous qu'on doit aller plus vite sur le spatial, par exemple, ou sur la question des moyens de renseignement. On le sait, ou des moyens de commandement.
plus on le fera entre nous vite, plus on sera capable de soutenir l'Ukraine sur le long terme. Parce que le ministre rappelait ce matin que la première des garanties de sécurité, au fond, pour nous, c'est que l'armée ukrainienne soit robuste, sachant qu'on sait très bien que les Russes veulent de longue date, non pas simplement une neutralité, mais aussi une démilitarisation de l'Ukraine. On va être amené, on l'a déjà beaucoup fait, dans le cadre de l'UDCG, dans le cadre des formats menés par les Américains à Ramstein, sur lesquels il va falloir là aussi, qu'on prenne un peu nos responsabilités pour la suite. C'est-à-dire que la manière dont on construira le réarmement européen aura évidemment à la fois un impact sur la manière dont on pourra soutenir l'armée ukrainienne à long terme. Et j'ajoute, dans l'autre sens aussi, l'Ukraine est une armée qui est en guerre, qui a un pays dont je crois qu'on peut difficilement ne pas reconnaître l'extraordinaire résilience. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un pays qui sait ce que signifient les enjeux de la paix par la force en Europe aujourd'hui, c'est bien l'Ukraine. Donc elle a beaucoup à nous apporter. Et donc c'est bien, je suis parfaitement d'accord, dans cette perspective, je rappelle devant les représentants de l'OTAN ici présents que nous avons agréé une perspective pour l'Ukraine vers l'OTAN, et que dans les faits, en fait, la vérité, c'est qu'il faut construire ce rapprochement européen en intégrant effectivement la base industrielle et technologique de défense ukrainienne, qui peut être très performante et nous apporter beaucoup. Oui. Il y a encore un autre exemple de notre coopération, et c'est la coopération pour renforcer l'armée de l'air de l'Ukraine, avec des Mirage, avec des F-16. Donc il y a une coopération très importante pour faire cela. Et justement, certains observateurs estiment que l'Europe pourrait faire davantage pour renforcer ses capacités de défense collective. Quelle est votre vision sur le sujet ? C'est une nécessité. Je suis de ces observateurs. D'ailleurs, la France le dit depuis longtemps. On n'est pas super content d'avoir juste dit ça depuis longtemps. Maintenant, il faut le faire. Maintenant, il faut passer aux travaux pratiques. Alors, ça bouge depuis un mois et demi. C'est quand même passé beaucoup de choses. Il y a eu le Conseil européen. Vous le citiez, il va y avoir le livre blanc qui est un pas important. Pourquoi ? Parce que ça consiste pour la première fois, alors bien sûr, à faire une analyse ensemble des menaces, mais aussi à se fixer des objectifs capacitaires. Jusqu'à maintenant, c'était fait à l'OTAN, et il y a une grande nécessité que les deux exercices soient cohérents entre eux. Et donc, on va se fixer entre nous, entre Européens, des objectifs capacitaires. On a eu, la Commission a annoncé les moyens financiers qui étaient mis sur la table. Maintenant, l'essentiel, c'est l'exécution. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas se retrouver dans une situation où, au fond, parce qu'il y a cette accélération extraordinaire, on se met tous à dépenser beaucoup d'argent, pardon de le dire un peu cash, mais enfin, n'importe comment. Pourquoi ? Parce que je rappelle que certains dans la salle étaient présents. Il y avait le sommet de Versailles qui avait été organisé juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et quel était l'agenda du sommet de Versailles, qui suivait la pandémie, qui suivait l'agression, le retour de la guerre sur le continent européen? C'était: il va falloir réduire nos dépendances. Parce que toutes nos dépendances. Et donc être plus souverain, plus autonome, vous avez repris le terme, etc. Ce qu'on doit réussir cette fois, c'est, puisqu'il y a ce surge européen, ce moment européen qui doit nous amener, tout le monde va dépenser plus pour sa défense, etc., il faut qu'on réussisse à le faire de manière cohérente et à pas se créer de nouvelles dépendances, mais au contraire à avoir un mouvement stratégique valable. Et le mouvement stratégique valable, c'est à la fois affronter la réalité de la menace russe qui sera durable, affronter la bascule de nos alliés américains qui s'accélère beaucoup, mais enfin qui est quand même là de longue date et qui continuera, et affronter et construire le lien avec l'Ukraine, qui est une armée très importante aujourd'hui sur le continent européen et qui contribue à notre sécurité en étant en première ligne face à la Russie. Monsieur Davidsé, est-ce que vous voyez des obstacles majeurs justement à la mise en œuvre de l'ambition de l'Union européenne à renforcer l'Europe de la défense à moyen et à long terme ? Je crois que c'est clair qu'il faut faire beaucoup. Il faut déréguler un peu pour le secteur défense. Il faut agréger la demande. Il faut plus de coopération entre nos pays. Mais je crois que c'est possible parce que c'est un grand marché. Il y a beaucoup d'innovation ici en Europe. Donc pourquoi pas? Mais il faut aussi être un peu réaliste. Je crois qu'il y a des capacités qui sont difficiles à remplacer à court terme. Pour nous, par exemple, notre armée de l'air dépend des États-Unis.
Mais c'est pourquoi c'est très important de voir où peut-on commencer, qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est pourquoi, pour nous, la coopération en ce qui concerne le sous-marin est si important. Je vous propose maintenant d'entamer le dernier sujet de cette table ronde, qui est la relation entre l'Union européenne et l'OTAN dans le nouveau contexte de l'administration Trump. Alors, si l'administration américaine, elle venait à adopter une position plus isolationniste, comme certains le redoutent, quelles seraient les conséquences pour cette relation entre l'Union européenne et l'OTAN ? Oui, je crois que pour nous, l'OTAN et les relations avec les États-Unis restent très importantes. Mais c'est clair qu'il faut renforcer la coopération européenne pour la défense de l'Europe. Pour nous, c'est aussi important de rester en contact avec les États-Unis parce qu'on est en train d'organiser le sommet de l'OTAN en juin à La Haye. Et je crois que le président de la République, le président Macron, a donné le bon exemple par engager le président Trump. Donc ça reste très important. Mais c'est clair aussi qu'en même temps, il faut faire plus pour la défense de l'Europe. C'est vertueux, hein. Je veux dire, pendant très longtemps, on a opposé la construction de la défense européenne et l'Alliance Atlantique. Et je me souviens de l'objection qui nous était faite à la France. Vous disiez quels peuvent être les obstacles, etc. Nous, on poussait beaucoup pour plus d'autonomie, de souveraineté européenne. Et l'objection, il fallait l'entendre, c'était de beaucoup de nos partenaires européens. Si vous faites trop ça, alors vous allez encourager les Américains, quelque part, à ne plus être arrimés à l'Europe, à ne plus être engagés dans les garanties de sécurité qu'ils nous apportent. C'était une remarque qui était juste. Moi, je l'ai entendue, je l'ai contredite parce que j'étais obligée, mais je l'ai entendue. En même temps, aujourd'hui, la situation a un peu évolué. Je pense que c'est exactement l'inverse. Si on veut garder cette alliance avec les Américains qui est clé, en fait, elle est clé pour la France aussi. On est les membres fondateurs de l'OTAN, les Américains sont notre grand allié, on connaît notre besoin d'engager les Américains et qu'ils soient à nos côtés. Mais je pense que plus on sera capable de démontrer à notre allié américain qu'on est capable de faire pour nous-mêmes et qu'on sait prendre nos responsabilités, quelque part, plus on a de chance de les garder arrimés à la sécurité euro-atlantique. Donc on est dans une spirale vertueuse. Donc c'est-à-dire qu'en fait, comme dans toutes les crises, il y a une somme de dangers, une somme de risques et une somme d'opportunités. La seule variable sur laquelle on peut jouer pour passer du risque à l'opportunité, c'est la volonté. Et la volonté, elle est politique. Pour commencer, et par politique, j'entends politique au grand sens du terme, c'est-à-dire collective et pas juste de posture. C'est vraiment une question de détermination et de volonté. Et selon vous, c'est le seul moyen de compenser à l'éventuel désengagement des États-Unis dans cette sécurité ? Oui. Mais pour l'instant, encore une fois, on n'y est pas. Enfin, je veux dire, il va y avoir le sommet de La Haye. On a tous entendu ce que disent les nouvelles autorités américaines. Honnêtement, il y a un élément de surprise dans le ton, dans la manière de faire, etc., mais pas sur le fond. Ça fait des années et des années que les Américains nous disent qu'ils veulent faire un pivot vers l'Indo-Pacifique. Ça fait des années et des années qu'ils plaident pour que les Européens prennent davantage en charge leur sécurité. Donc il n'y a pas de surprise stratégique au sens strict du terme. Par contre, il y a une accélération de l'histoire. À nous de la comprendre, de la lire. Je crois que c'est le cas en Europe. L'unité de l'Union européenne face à cette situation est à noter. On a l'habitude de plutôt relever les divisions parce que ça fait plus de spectacle. Mais la vérité, c'est que l'Union européenne est solide et elle a pris des décisions rapides au Conseil européen du 6 mars qui étaient clés. Et on sait très bien que l'Union européenne, dans la crise, c'est passer un cap. Donc cette fois, il faut que ça se passe ainsi. J'ajoute que la coopération qu'on a aujourd'hui avec les Britanniques dans le cadre justement de la réponse à la situation en Ukraine est un game changer aussi pour le renforcement de la défense du continent européen et donc la contribution des Européens au pilier européen de l'Alliance Atlantique. Monsieur Davidsey, est-ce que vous pensez que cette situation, elle peut accélérer la construction d'une véritable autonomie stratégique européenne, on en a bien sûr parlé, ou au contraire aussi révéler les fractures entre les États membres ? Moi, je suis tout à fait d'accord que l'Europe s'est réveillée. Donc, je crois maintenant qu'il y a plus d'unité que de fragmentation. Et je crois que c'est comme Alice a dit, une crise est une opportunité. Et je crois que c'est une opportunité pour l'Europe. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Mais je crois qu'il y a des opportunités qu'on va voir le sommet prochain à Bruxelles, le livre blanc. Il y a beaucoup d'initiatives, l'initiative de Kallas pour l'Ukraine. Donc je crois qu'on est en train de saisir les opportunités.
Écoutez, merci beaucoup pour ces messages d'optimisme aussi, qui font du bien dans cette situation. De la volonté. Voilà. Merci à Luce Ruffo d'avoir été avec nous. Merci Cohen David C. Et écoutez, merci à vous d'avoir aussi été présent. On peut vous applaudir bien fort.